pour poursuivre cette soirée, avec un premier temps de témoignage, donc de responsables associatifs et d'élus, autour donc, de la problématique qui est la nôtre ce soir, donc, du rapport entre chacun d'entre nous. Alors, évidemment, on a un plateau qui est assez nombreux, riche, donc pour cette soirée qui, je le rappelle, s'inscrit dans le cycle annuel de Démosthène, la place de la société civile dans la vie démocratique. Et donc, soirée qui nous place au cœur du débat, parce qu'effectivement, elle est intitulée donc, Société civile et élus, jeu et enjeu. Et donc, on a une confrontation, on va avoir une confrontation, au moins des témoignages, donc, entre des représentants de cette société civile et les élus. Alors, donc, on a fait le choix de traiter ce sujet de cette manière-là. C'est une question qui se pose à nos démocraties aujourd'hui, d'une façon générale, et aussi d'une façon concrète et particulière, on va le voir en ce premier temps. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette modalité. D'un point de vue général, il apparaît assez clair aujourd'hui que nos démocraties et leurs pratiques politiques évoluent et sont conduites à se penser donc, à nouveau frais. On connaît le thème de la crise de la représentation qui s'est imposé et le socle social de cette représentation qui semble complètement s'effriter. Les rouages de la représentation, donc, qui reposaient sur des catégories sociales clairement identifiées, des positions politiques clairement appuyées sur des convictions ou des croyances collectives qu'on pourrait dire structurantes, donc qui s'appuient aussi sur des appareils syndicaux et des partis politiques, se sont grippés, ces rouages se sont découplés, et donc le système représentatif peut apparaître en panne. Alors, en panne de légitimité, évidemment, et aussi en panne d'efficacité. Alors, évidemment, de ce point de vue-là, la montée en puissance de la société civile peut apparaître comme venant combler ce vide, et l'écart qui s'est ainsi creusé entre vie sociale, et vie civile et vie politique, donc, semble de plus en plus grand. Alors, ce qui nous importe de réfléchir, ce sont justement c'est à propos de ces nouvelles articulations. Dans quelle mesure on peut les reconstruire? Dans quelle mesure, donc, sont-elles déjà en train de se reconstruire? Et la difficulté, donc, c'est peut-être celle d'un repositionnement des différents acteurs qui doivent, si ce n'est redéfinir leur rôle de part en part, au moins, donc, en repenser l'interprétation. Alors, cette thématique ou cette problématique du repositionnement est celle que je vous propose de suivre ce soir, et donc, en vous demandant de témoigner à tour de rôle, les uns et les autres. Je vais commencer peut-être par Jean-Claude Lemenuel. Je vais vous présenter déjà. Jean-Claude Lemenuel, donc directeur d'Archipel, créé en 1992, association tournée vers la musique du monde, qui justement cherche à faire connaître ces musiques du monde. Hein. Et puis, donc, aussi association, enfin, vous me corrigerez si je dis des bêtises, qui s'efforce de mettre en lien donc, les différents artistes des communautés étrangères. Jean-Pierre Dupuis de l'ADADA, association de défense des artistes et de développement des arts, donc différentes activités de soutien aux artistes. Vous organisez aussi des cafés citoyens, pas plus tard qu'hier, j'ai cru comprendre, sur, là, vous parliez de femmes tout à l'heure, voilà, où sont les femmes? Comme femme Normandie, c'est dans ces manifestations de compter effectivement les hommes et les femmes qui sont à la tribune et de veiller qu'on y soit parité. S'il y a une dame qui veut prendre ma place, je la cède volontiers. Alors oui, c'est vrai, on n'y a pas pensé. Donc, effectivement, ben voilà, un premier enjeu, et donc un premier enjeu de réflexion sur les rapports de l'art et de la culture, qui est effectivement un objectif également de votre association. Gaël Houedon, qui interviendra sous deux casquettes, celle de l'ARTES, Association régionale pour le développement de l'économie solidaire, qui interviendra aussi au nom de l'association Terre de Liens,
donc qui a une grande expérience de ces rapports avec les élus, dont il ne fera pas. Et puis donc deux élus, Xavier Lecoutour, donc, qui a aussi eu une vie associative forte, puisqu'il a été fondateur du mouvement citoyen à Caen en 1994, s'inscrit au PLG et a été conseiller municipal d'opposition de 1995 à 2008, et puis effectivement, donc depuis 2008, fait partie de la majorité municipale. Donc deuxième maire adjoint chargé de l'urbanisme, du logement et du renouvellement urbain, et vice-président de la communauté d'agglomération Caen-la-Mer. Au milieu de notre groupe, donc Dominique Vino-Battistoni, maire de Biéville-Beuville depuis 2005, vice-président de la communauté d'agglomération Caen-la-Mer, donc en charge de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc il se déclare, je crois, être citoyen engagé, indépendant par rapport à tous les partis politiques. Alors, par qui commencer? Jean-Claude Demenuel, peut-être, tout à l'heure, je le disais. Et Jean-Claude Demenuel qui peut nous faire part d'une expérience intéressante au cœur de notre problème, donc sur un projet de mutualisation. Oui, alors, tout d'abord, pour que les choses soient claires, je vais parler effectivement en tant que directeur de l'association Archipel, mais je vais également préciser que depuis un mois, j'occupe également la fonction de direction de l'association Musique en Normandie. Voilà. Ceci pour expliquer le projet de mutualisation. Alors, tout d'abord, je vais revenir sur une chose qui me semblait très très importante et qui aujourd'hui est un des grands questionnements que nous avons eus. Vous parliez tout à l'heure de ce qu'est l'association Archipel. Aujourd'hui, elle est perçue dans le paysage comme une association, on va dire, qui programme, accompagne des projets autour des musiques du monde. Mais justement, ça pose une vraie question, c'est que à l'origine, cette association, elle a été créée par des gens pour revendiquer le droit à l'expression pour les artistes et les gens porteurs de savoir-faire artistique relevant des communautés, et pas seulement des communautés, je préciserai des communautés ou des groupes d'individus ou d'individus isolés relevant de la diversité culturelle. Ça, pour nous, c'était important. C'est-à-dire que la question au départ, c'était le voisin, qui est-il? On était véritablement sur cet enjeu. Qui est votre voisin? C'est parti d'une histoire très simple. C'est parti de l'histoire d'un Cambodgien qui vivait sur le quartier du Chemin Vert, qui avait 80 ans, qui avait été un des musiciens de l'orchestre du Palais Royal du Cambodge, mais qui était arrivé ici pour les questions que l'on sait, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, et qui, pendant des années, s'est vu, on va dire, avoir des relations très très difficiles avec les habitants autour de lui, entre le remplissage de sa boîte aux lettres, d'un tas d'ordures et d'un tas de choses. Enfin, voilà. Et un jour, on a découvert cet artiste. On l'a accompagné. Il s'est retrouvé d'un petit immeuble du Chemin Vert sur la scène du foyer du théâtre de Caen, avec la télévision, les journaux, ce qui allait avec. Et du jour au lendemain, les choses ont complètement changé, les portes se sont ouvertes dans son immeuble pour commencer. Et là, on s'est dit, il y a véritablement quelque chose. L'idée, c'était de construire en disant, mais voilà, vos voisins, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et quelle va être leur place ici? Et leur place, c'est pas seulement la leur, c'est aussi la vôtre. C'est cette question de l'interculturalité. C'est-à-dire, c'est le déplacement des représentations aussi qu'on a de l'autre. Donc ça a été l'enjeu de cette association. Et pendant des années, on a mené, et on mène encore ce travail. La grande différence, c'est que au fur et à mesure des années, qu'est-ce qui a changé dans cette politique culturelle? On a demandé à une association comme la nôtre, qui occupait une place de plus en plus importante sur le territoire, en matière de structuration, et autant économique que de positionnement dans le paysage culturel, d'œuvrer dans un certain sens, et plus ça allait, plus le combat qu'il fallait mener pour dire attention, n'oubliez pas quels sont les enjeux primordiaux de cette association, était difficile. Je vais citer un exemple. Dans certains programmes qu'on écrivait, dès qu'on touchait, on pouvait écrire tout ce qu'on voulait sur l'artistique, ça ne dérangeait personne. Et dans certains endroits, dès qu'on touchait au message en matière de lutte contre les discriminations, en matière de reconnaissance, en matière de travail sur l'interculturalité, c'est très étonnant, mais comme par hasard, il n'y avait jamais de place sur le programme pour ça. Voilà. Donc on avait droit,
au pire à quelques coupes d'emblée, au mieux à quelques bonnes volontés. Voilà, je donnerai l'exemple d'une affiche qui était très symptomatique à l'époque, qu'on nous a proposé pour montrer des communautés qui venaient dans les foyers du théâtre de Caen, on va dire les choses. À l'époque, on nous a proposé une affiche avec des insectes qui convergeaient tous vers un point. Je vous laisse imaginer, voilà, l'effet, ça ne posait problème. C'était très joli au niveau de la communication, c'était tendance. Il a fallu expliquer que c'était quand même relativement dangereux au niveau de l'image, voilà, de passer par ce genre de choses. Les choses ont considérablement bougé, mais aujourd'hui, effectivement, la grande difficulté, c'est que cette association n'est plus perçue, en grande partie, qu'à travers le prisme de son travail de diffusion. Voilà. Or, ce travail de diffusion, et je maintiendrai ça, il n'est qu'un prétexte. L'idée de cette association est bien de continuer à revendiquer la possibilité d'expression, l'accompagnement et la présence de cette diversité culturelle sur le territoire badarois. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on est? On est un programmateur de plus dans le paysage culturel. Et à la limite, j'ai envie de dire, est-ce si important? Voilà. Ce qui est important dans cette histoire, c'est la notion d'interculturalité, le déplacement des représentations. Et ce déplacement des représentations, il est de plus en plus difficile parce que les associations se trouvent confrontées à des réalités économiques, à des processus économiques dans lesquels on les met aussi. Alors évidemment, face à ça, bien sûr, des emplois. Bien sûr, des emplois permanents. Puisque à Archipel, les emplois sont permanents. On fait le choix de défendre des emplois sur un statut permanent, ne sont pas intermittents. Voilà, il y a 4 emplois permanents. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Voilà. Mais en même temps, l'idée, c'est qu'on est dans une instrumentalisation aussi par rapport à l'association, et c'est complexe. Alors, j'en viens à ça. Comment? La mutualisation. Alors, la mutualisation, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, bien sûr, une association comme la nôtre est en difficulté, comme plein d'autres. Alors, sans doute, on va dire, mieux perçue dans le paysage que d'autres, mais il n'empêche que la réalité, elle est quand même là. Et il y a 1 an et demi, on a posé la question, tout simplement, en rassemblant l'ensemble des partenaires locaux, voilà, la ville, l'État, les 3 départements, la région, en disant, voilà, on a fait un bilan. Aujourd'hui, on est en difficulté, on va être très en difficulté, on le sait. Est-ce que ce travail a toujours du sens pour vous sur le territoire? S'il n'a pas de sens, on est grand, on assume, et puis on pense les choses autrement. Mais alors, on nous a répondu oui. Tout le monde, personne n'a émis la moindre idée que ce travail, finalement, n'intéressait pas ni politiquement, ni culturellement. Mais après, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? Donc, pendant 1 an et demi, il ne s'est rien passé. Voilà. Il ne s'est rien passé jusqu'à l'audit mené par le Conseil régional, enfin commandité par le Conseil régional de Basse-Normandie sur un certain nombre de structures culturelles en région, dont au départ nous ne faisions pas partie du premier cercle. C'est juste parce qu'effectivement, dans le paysage, à un moment donné, il s'est avéré que certaines associations comme la nôtre étaient plus que présentes dans le paysage et que ça n'était pas simplement la question de 11 ou 12 grandes structures associatives. On nous a donc demandé de travailler à un projet de mutualisation avec une structure qui pouvait être finalement assez proche, qui était Musique en Normandie. Voilà. Alors, la question, là aussi, elle est quand même de taille aujourd'hui. Alors, quand je parle de mutualisation, elle est d'autant plus effective que là, je suis au cœur du projet depuis plusieurs mois et pour quelques mois à venir encore. Donc, on est vraiment au centre des préoccupations. Mais il y a 2 choses là qui se posent. C'est que Musique en Normandie est née d'une volonté politique. Voilà. C'est né d'une commande institutionnelle. Elle s'est structurée comme ça. Et Archipel vient d'un projet de personne. Voilà. Là, il y a effectivement, dans les faits, d'un point de vue technique, on est bien 2 associations qui travaillent sur la musique. Enfin voilà, ça c'est. Si on regarde simplement au premier chef, on pourrait se dire que ça peut fonctionner. Mais ça n'est pas si simple. Parce que ces 2 associations ont des histoires très différentes, des positionnements sur le territoire complètement différents. Et la problématique de la mutualisation, c'est de faire aujourd'hui qu'on ne se retrouve pas avec, on va dire, une nouvelle coquille, j'ai envie de dire légitime parce qu'elle serait nouvelle, au détriment des identités qui constituent les 2 structures. Et en l'occurrence, celle d'Archipel, qui pour moi est un des enjeux très très forts. Voilà. Alors comment aujourd'hui réussir à mener cette mutualisation qui, on l'a bien compris politiquement, a bien compris que si on disait non à la mutualisation, on va faire court,
voilà, on voit tout de suite quel est le devenir de ça. Et il y a des enjeux derrière ça. Il n'y a pas que les 4 postes permanents. C'est 80 artistes qui tournent autour de l'association. C'est un certain nombre d'enjeux. Voilà. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que cette mutualisation soit effective et ne soit pas une déperdition de l'identité et n'altère pas jusqu'à le projet de chaque structure jusqu'à le rendre finalement sans intérêt à l'intérieur de la nouvelle coquille. Ça, c'est un des enjeux qui va être le nôtre aujourd'hui. Voilà, c'est pas une chose simple, mais c'est une des problématiques. Gaël me souffle la question de savoir quels sont les objectifs d'une telle mutualisation et peut-être les difficultés, donc effectivement à les fixer. Voilà, alors les enjeux de la mutualisation. Alors là, très rapidement, parce qu'on peut reprendre la discussion voilà, par ailleurs. Voilà. Les enjeux de cette mutualisation, dans un premier temps, ça a été de alors, il s'agissait de re-questionner, la Région souhaitait visiblement re-questionner le positionnement, le fonctionnement et la place de certaines structures sur le paysage régional. Et donner à Archipel la possibilité de continuer son travail. Alors, sous cette idée de mutualisation, il y a bien l'idée d'un nouveau projet, mais on va être clair, pour l'instant, c'est une coquille vide qu'on nous demande, nous, de remplir. C'est-à-dire que pour l'instant, j'attends qu'on me dise concrètement où on veut aller, à part le fait de mutualiser. Voilà, ça, le fait de mutualiser, ça, je l'ai compris. Mais quel est le projet lorsqu'on parle de pôle musical régional, visiblement, voilà, tout est à construire, tout est à faire à l'intérieur. Il faut repenser le projet des 2 structures, le fondre en une seule. Mais aujourd'hui, concrètement, j'attends encore, à la suite de la présentation d'un pré-projet, des directives concrètes par rapport à ça. Et c'est là où il y a une problématique très importante, c'est que le calendrier politique et le calendrier des acteurs culturels n'est pas du tout le même. Oui, c'est pas le même agenda. C'est pas le même agenda. C'est pas le même agenda. C'est effectivement un problème qui peut être réfléchi de façon plus générale. Dominique Binot-Battistoni, votre témoignage sur vos difficultés ou au contraire la facilité que vous avez à rencontrer des associations, à travailler avec elles. Moi, je vais être un petit peu en décalage. Je dirais que je n'ai pas de difficulté première. Pour une raison toute simple, c'est que je suis maire d'une petite commune sur laquelle le mode de scrutin reste encore le meilleur. C'est le scrutin nominal. Chaque élu est élu. C'est-à-dire que vous présentez une liste et si vous ne faites pas l'affaire, si j'ose dire, vous êtes rayé. Ça veut dire que le conseil municipal de 23 membres que j'anime, ce sont 23 membres qui ont été chacun élus pour leur juste valeur. Tout à l'heure, effectivement, je revendiquais la totale indépendance par rapport aux partis politiques. Je pense que ça aussi, c'est une règle importante. Et je dirais, nous sommes sur les 23, 15 qui sommes issus du monde associatif de la commune. Moi, je suis maire que parce que j'ai été longtemps président de l'association de parents d'élèves. Et on commence à préparer les élections de 2014. Nous puiserons encore dans le foyer associatif en regrettant très clairement que notre mode d'élection va changer. Nous allons être sur une liste bloquée. Le maire sortant, que je serai, sera le premier de la liste et sera sûr d'être élu. Ça, je pense que là, je dirais, là effectivement, il y a une difficulté qui est la politisation de nos conseils municipaux. Il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est, on vient de le dire, des calendriers différents. C'est effectivement le calendrier des élus n'est pas celui du milieu associatif, parce que souvent, je dirais, avant même que ne sorte l'idée d'un projet chez les élus, il est maturé depuis 1 an, peut-être 2 ans. Alors, est-ce un défaut de communication? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette phase de maturation, je crois qu'elle a besoin d'une certaine discrétion. Ce qui n'empêche pas qu'après, le projet, 2 projets, j'allais dire, le projet d'opération en tout cas, chez nous, nous les mettons en discussion puisque, je dirais, nous organisons au minimum tous les ans une réunion publique qui regroupe
10 à 15% de la population totale de la commune. Et pour des projets très particuliers, nous venons d'en avoir un très récemment, nous faisons une réunion spécifique pour ça. Donc, avons-nous discuté avec le monde associatif? Oui, forcément, parfois le dialogue est un petit peu difficile. Problème de calendrier, c'est une évidence. Problème également, je dirais, de vision globale de la vie communale. Moi, je suis frappé par le fait que bien souvent, des militants associatifs, des gens qui s'engagent beaucoup pour la vie de leur association, finalement s'engagent dans le cadre d'un domaine précis, d'un objectif précis. Et justement, le problème, c'est que l'élu, lui, il est face à plusieurs objectifs, plusieurs domaines d'intervention, et forcément, à un moment ou à un autre, il va faire la part du feu. Et là, effectivement, il y a une véritable source d'amertume, à mon sens, pour le milieu associatif, on le mesure bien. C'est aussi, je dirais, la grande différence qu'il y a entre un élu et un militant associatif. Et puis, je dirais, le dernier point, enfin, si vous me permettez, il y a le domaine du possible, qui forcément est celui de l'élu. Tout à l'heure, j'entendais la mutualisation. Je sentais poindre, je dirais, ça n'a pas été dit, mais je dirais la recherche d'économie d'échelle, d'économie budgétaire, c'est une évidence. Et je dirais le domaine du possible que mène l'élu, il a deux grandes limites. Il a d'abord la limite budgétaire, et puis il a une autre qui est bien plus insidieuse, qui est la limite de l'acceptation, de l'acceptabilité par la majorité de la population. Ça, on a beau dire que ça ne devrait pas jouer, mais en fait, ça joue beaucoup. Et bien souvent, on s'aperçoit que le milieu associatif militant est en avance sur la capacité d'acceptation de tel ou tel projet par l'ensemble de la population. Et ça, c'est un deuxième frein que l'on mesure bien dans une petite commune comme la mienne, où effectivement, je dirais que chacun se connaît et chacun, je dirais, à la limite, reprocherait presque aux militants associatifs d'en faire trop. C'est presque un peu ça. Bon, et puis je dirais, moi, dernier point, il y a l'humain. Le dialogue milieu associatif élu, en tout cas à l'échelle de celle que je veux défendre ce soir, c'est un dialogue humain. Le courant passe ou ne passe pas, passe bien ou passe un peu moins bien. Et il est clair que là aussi ça interfère sur les relations association conseil municipal. Et je dirais, c'est parfois effectivement, je dirais, la grande difficulté que l'on peut avoir de telle ou telle difficulté de se parler tout bêtement entre tel élu ou telle association. Voilà. Bon, ceci étant, moi je le dis très, très clairement, je dis donc que la mienne, 2500 habitants, on ne se connaît pas tous, mais enfin bon, à peu près. Je ne sais pas s'il y a une différence entre le militant associatif et le conseiller municipal qui, tout aussi bénévole, puisque lui il ne touche aucune indemnité, passe un temps fou pour l'essor de sa commune. Je crois que c'est une démarche identique par deux voies différentes, certes, mais je ne sais pas s'il y a autant de différences que ça. Je vous l'ai dit, je pense qu'on est, en tout cas dans les communes comme la mienne, je pense qu'il y aura une grande régression lorsque nous serons sur liste bloquée, parce que peut-être dans le prochain scrutin, qui sera le premier, tout le monde n'aura pas tout à fait tout compris, mais le scrutin d'après, il y aura la gauche contre la droite, puis on rajoutera le centre, et puis voilà. Et puis je ne pense pas que l'on gagne en qualité de vie citoyenne. Moi j'ai 22 coéquipiers, j'allais dire. Aucun n'a demandé à l'autre quelle était sa carte politique, quel était le sens de son vote. Ça n'a aucun intérêt pour je dirais, gérer nos territoires. Et je suis président de l'agglo, donc je vais changer d'échelle. Je boue, je le dis très clairement, je boue quand dans les conseils, dans les
conseil d'agglomération, j'entends des postures qui sont uniquement des postures d'affichage parce que la presse est là, alors qu'en fait, tout le travail s'est passé avant, je dirais avec un pluralisme parfaitement respecté, je dirais un respect de l'autre qu'on ne retrouve pas forcément dès qu'on est face à la presse ou face au public. Si je résume un petit peu votre intervention, vous craignez cette logique des partis, et vous craignez que cette logique des partis ne renforce l'écart, justement, entre ce qu'on appellerait donc société civile et élus. Et ce qui est assez frappant dans votre intervention, c'est qu'au départ, vous semblez nous dire, en fait, que pratiquement le conseil municipal est finalement pleinement représentant de la société civile, parce que des gens qui en sont issus directement, par leur parcours associatif notamment, que dans une commune qui marche à l'interconnaissance, effectivement, on peut revendiquer cela. Et puis, dans la fin de votre intervention, vous semblez plutôt, effectivement, rétablir tout de même une différence entre ce qui relève de l'initiative peut-être associative, peut-être qui est souvent caricaturée comme défendant des intérêts particuliers, et d'autre part, donc, le rôle de l'élu qui reste celui de la décision. Oui, il n'y a pas de contradiction, ce sont deux chemins différents pour développer le territoire, sous tous ces aspects. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Chacun choisit, j'allais dire, la voie de son engagement. D'accord. Je ne sais pas, Gaël Ouédon ou Jean-Pierre Dupuis. Jean-Pierre Dupuis, qui a un micro, donc pour témoigner sur le domaine de l'art et de la culture. Oui, on s'appelle la Dada, à Dada. J'espère que ça en fait sourire quelques-uns. Puisque c'est une société d'art, nationalement. Et donc nous sommes plutôt régionalement. Mais nous sommes avec un certain plaisir parce que si on veut un peu modifier le rapport de force, il faut qu'à un moment donné, pour qu'une parole libre s'exprime, qu'il y ait quelqu'un qui ait la peine d'écouter. C'est indispensable. Hein. Il faut que quelqu'un écoute. Alors bon, on essaie d'écouter. Et on s'appelle la data. C'est exact qu'on est un rhizome. Alors ça, nous savons, j'ai appris il y a 2 jours. Le rhizome, c'est là où poussent les champignons dans les racines. Enfin, on est né, grosso modo, avec le mouvement de l'intermittence. Grosso modo. C'est-à-dire qu'on a vu un jour surgir, y compris dans nos rues, des olibrius qui s'appelaient plus ou moins artistes, accompagnés de quelques citoyens, et qui protestaient parce qu'on les mettait à mal par rapport à un régime de chômeurs. Vous vous rendez compte? Quelle tristesse. Nous en étions là, de défendre notre misère. C'était en 2003. Et on s'est dit à quelques-uns, il faudrait quand même qu'on essaie d'en avoir la mémoire, vous voyez, qu'on garde un petit peu conscience de cette réussite échec, enfin, de ce qui avait pu se passer à ce moment-là, de se renforcer un petit peu, et puis par rapport à ça, de se donner un programme. Et ce programme, d'ailleurs, récemment, j'ai eu l'occasion de le lire. Alors je vais le lire, parce qu'encore une fois, on n'invente rien. Au fond, la rupture, ça c'est un beau mot, la rupture. Au fond, la rupture, ce n'est pas de vaincre l'ennemi. Alors je le dis tout de suite, hein, le capitalisme libéral, voilà, de vaincre l'ennemi. C'est de cesser de vivre dans le monde que cet ennemi vous a construit. C'est pas de moi, évidemment, c'est remarquablement de Jacques Rancière. Cessez de vivre dans ce putain de monde que le capitalisme libéral nous construit. Voilà. Et donc, là, on est dans le très singulier programme Dada. Mais on voit qu'il n'est pas si singulier que ça, puisqu'ici même, il est question de démocratie. Et même de quoi en faire. Que faire? Je me rappelle quelque chose, que faire.
Hein? Très célèbre qui a dû poser la question, c'est plus qui, donc, mais... il s'agirait quand même de ça. Que faire? Effectivement, quand on voit aux élections le degré d'abstention, la montée du Front National, il est quand même urgent de se poser la question que faire? Quand on voit par ailleurs ce qui se passe là, dans la grande histoire européenne, mondiale, etc., avec les gouvernements qui se défont démocratiquement, peut-on dire démocratiquement? C'est quoi cette démocratie? Peut-on l'interroger? Effectivement, avec ce matraquage incessant d'une certaine culture qui possède des médias qu'on appelle industrie de masse, etc. Elle existe, hein? Et elle nous amène à nous poser la question en forme d'oxymore, est-ce qu'effectivement nous ne serions pas là en train de naviguer dans une démocratie totalitaire? Je vous pose la question. Je vous pose la question et j'aurai de grandes oreilles pour éventuellement entendre des réponses. Donc vous voyez, je ne suis surtout pas là pour vous dire attention, voilà. D'autant plus que, bon, la data, c'est un consortium innommable d'artistes, indépendants quand même, on n'est pas n'importe quel artiste, on est plutôt du secteur indépendant, je dis ça en regardant l'ami Ali. Donc effectivement, c'est les artistes, comme je vous l'ai dit, qui défilaient à Caen en 2003. Grosso modo, pour vous dire un chiffre, il y a 1500 chômeurs, artistes, dans notre région. 1500, c'est pas le Pérou. Et sur les 1500, savez-vous, il y en a 782 qui sont intermittents. Ça veut dire que les autres, ils sont au RSA ou ailleurs. C'est-à-dire nulle part. C'est-à-dire qu'on a là, vraiment, une population qui peut se qualifier de nouveaux pauvres. Pourtant, ils sont irréductiblement là. On a beau leur dire, dites, essayez de faire autre chose, voilà, il n'y a rien à faire. Alors, il y a un problème, je pense, un problème de société fondamental. Effectivement, donc, la data essaye d'organiser avec les citoyens, et c'est fondamental. Pourquoi? Bon, pas faire un peu de pédagogie bon. Un artiste, par définition, en général, ça a sa vision du monde, vraiment, il s'autoproclame comme ça, il dit « Je suis celui qui a une vision du monde, qui procède par le moyen artificiel de mon art. » Alors, c'est variable, des notes de musique, ce que vous voulez. Mais en tout cas, il s'affirme, bien entendu, dans une vision tellement personnelle, particulière, originale, que très souvent, même, le syndicalisme ou la politique, ça fait quasiment obstacle. Vous voyez, c'est comme un ordre mineur d'énoncer de ce qu'on est. Moi, je suis un grand artiste, si petit sois-je. Bon, un petit poids, dirait Tolstoï, dans la charrette au petit poids. Donc, effectivement, il faut partir de cette idée-là, qui est très répandue, que nous serions très aristocratiquement des artistes. On se pousse du col. D'ailleurs, il y a un camarade récemment, là, qui s'est pris pour un candidat député. Non, c'est vous dire. Donc on a tendance quand même à se pousser du col. Par exemple, moi, là, je me pousse dans le féminin. Je me sens femme parce qu'il n'y en a pas sur le plateau. Excusez-moi, il y en a une. Que je salue. Et effectivement, je suis en train de faire une digression, mais c'est pour aller vers une conclusion. Et effectivement, le projet aristocratique de l'artiste, dans le fond, est-ce qu'il a un sens s'il n'y a personne, pas un citoyen, pour le lui dire « Ah bah ça n'en pas, ça n'en pas, hein, c'est complètement con que d'être artiste tout seul, ça ne rime à rien. » Donc, l'artiste se définit dans la diversité des comportements vis-à-vis de son œuvre, et dans la diversité vis-à-vis des autres artistes. Je dirais que si l'artiste est possible, c'est par le commun. C'est le commun qui fait l'artiste. C'est qu'il y a du commun possible. Autrement dit, là, on peut avancer quelque part sur la notion de démocratie.
non plus la démocratie parce que la majorité ceci, la majorité cela. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la minorité? Et quel est le devenir des minorités, à votre avis? Ça, c'est une bonne question. Oui, merci Jean-Pierre Dupuis qui nous prévient des risques de glissement d'une démocratie totale à une démocratie totalitaire. On peut y réfléchir, et puis qui effectivement nous alerte un petit peu sur cette place de l'artiste dans la société démocratique, où effectivement être un aristocrate, mais on peut le dire plus généralement, où l'excellence n'est pas chose aisée. Non, mais je parle. Alors, excellence, non, niet. C'est parce que Non, la labellisation, être chef de gondole, hein, non, la labellisation, c'est pas notre truc à nous, ça c'est le truc des institutions. Là, il y a des excellents, je vous en prie, allez-y. Nous ne sommes pas excellents, je vous l'ai dit, nous sommes minables, nous sommes des ânes, nous sommes à notre place. Et on dit merde à vos bancs. Et aux excellents. Alors, l'excellence, oui, mais pas labellisée. On peut s'entendre là-dessus. Xavier Lecoutour, donc un témoignage d'un élu, mais à une échelle plus grande que celle de Vielle-de-Ville, mais peut-être des similitudes, peut-être des différences, je ne sais pas. Je vais dire autre chose que Dominique. J'ai réfléchi, parce que la question qui nous était posée, c'était celle de la relation entre les élus et les citoyens. Et tu as dit quelque chose qui était celle du repositionnement, et je vais dire quelque chose de très simple, peut-être classique ou attendu, mais bon, c'est mon vécu personnel. Trop peut-être. Trop, je sais pas, mais en tous les cas, je continue d'expérimenter. Peut-être pour situer un petit peu d'où je pars quand même, parce qu'effectivement, on me demande d'intervenir pour parler de l'Ardèche et de Terre de Liens. Je dois dire aussi de façon très transparente que je suis aussi élu local, conseiller municipal d'une petite commune de la plaine sud de Caen, Saint-Étienne-Cramini, pour tout vous dire, vice-président en charge du développement durable dans ma communauté de communes, et que j'ai eu le plaisir d'apprendre à siéger aussi au niveau du SCOT, en compagnie de Dominique Vignot, Baptiste Denis notamment, et dans la région, à la question de la relation aux institutions, et avant ça, la question de la relation de ce projet politique qui est l'économie solidaire, de cette vision d'une société souhaitable qui est l'économie solidaire, donc de cette tension entre le projet politique et l'ensemble de la société. C'est-à-dire que ce n'est pas que les élus, mais c'est avant tout l'ensemble de la société, au sens de on est confronté à des modèles culturels, Jean-Pierre Dupuis les a évoqués en pointillé, qui font qu'on est enfermé dans une vision, dans un monde qu'on subit, qui produit des visions, et des visions qui nous oppressent au quotidien, côté association, côté citoyen isolé, mais aussi côté élu. Et on les voit quotidiennement dans nos conseils municipaux, dans nos conseils communautaires. Ces carcans, ces grosses inerties culturelles à l'œuvre. Alors pour ne pas partir trop loin dans les considérations philosophiques tout de suite, vous expliquer ce qu'on fait à Terre de Liens et à l'Ardèche plus généralement, eh bien on s'occupe aussi de pouvoir. On s'occupe de pouvoir, mais on ne s'occupe pas du pouvoir sacralisé, j'ai envie de dire, celui qui est institué. On est confronté à ce pouvoir-là, on compose avec ce pouvoir-là, mais on s'occupe avant tout des pouvoirs possibles d'agir des citoyens. C'est-à-dire je vais employer un anglicisme, pardonnez-moi, mais ce qu'on appelle aujourd'hui l'empowerment, ce qu'on appelait autrefois, comme disaient les artistes tout à l'heure, en vieux François, l'éducation populaire, quoi. Au sens d'un projet politique qui vise à ce que les citoyens prennent en main leur devenir. Et pour prendre un exemple très précis, celui de Terre de Liens, nous on lutte en tant que Terre de Liens, contre plusieurs formes d'expropriation. Et j'emploie à dessein le terme, puisqu'on s'occupe de terre, on s'occupe d'accès à la terre par la mobilisation d'épargne citoyenne, c'est-à-dire d'une capacité d'investissement, c'est-à-dire d'une capacité d'aiguillage d'une partie de la richesse que l'on produit, un aiguillage raisonné, voulu, désiré. En gros, on produit tous de la richesse, il y a les prélèvements obligatoires, c'est les impôts, et puis il y a les prélèvements volontaires qu'on peut faire, c'est les choix économiques qu'on peut faire en tant que consommateur, mais aussi comme potentiel investisseur. Donc vous connaissez tous le mouvement des AMAP sur la consommation,
les gens qui soutiennent les paysans en aiguillant de façon prioritaire leurs achats alimentaires, eh bien on dit à ces gens-là et à d'autres, on peut aussi soutenir à l'amont et devenir entrepreneur solidaire en mutualisant des moyens. On arrive sur la thématique de la mutualisation, dont on peut être attristé, c'est pas une critique envers vous, mais de constater que dans toutes les oreilles, je suis à peu près sûr que si on faisait une étude un peu fine, tout le monde a entendu économie d'échelle dans mutualisation. Or, le terme mutualisation, c'est quand même, et l'idée de la mutualisation, c'est quand même historiquement une belle idée, qui porte sur bien autre chose que les économies d'échelle. Avant de parler d'économie d'échelle, c'est quand même partager justement une vision, partager l'envie d'articuler des ressources, autre thématique très forte dans l'économie solidaire, de dire il n'y a pas qu'une ressource pour entreprendre, et nous, à Terre de Liens, on parle de finance, touche au cœur de ce qui domine dans la réflexion, mais surtout on travaille avec les gens pour leur faire comprendre qu'on arrivera à acquérir de la terre pour installer un paysan après à côté de chez nous en articulant bien plus, mais pas uniquement que de la finance. On va mettre en place des groupes de citoyens qui vont réfléchir ensemble quelle est l'histoire de notre alimentation, pourquoi on en est arrivé aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la mondialisation de l'alimentation et de l'agro-industrie. Donc on va réfléchir ensemble et on va comment j'ai envie de dire, vider notre sac ensemble, parce que finalement on est tous victimes de ça et on s'en rend compte très très vite quand on arrive à se rencontrer et à libérer la parole, que les gens prennent la parole, voilà, un premier acte de pouvoir, qu'ils osent prendre la parole en se retrouvant ensemble. Donc on germe, pardonnez-moi l'expression, on vide son sac et après on commence à rêver. Et après on commence à rêver en constatant qu'on a des pouvoirs d'agir. Parce qu'en fait à Terre de Liens on n'a pas inventé grand-chose. Depuis longtemps les paysans, et pas que les paysans, se sont regroupés pour mutualiser des moyens et acheter des terres et permettre un certain type d'installation. Donc nous on a juste changé d'échelle, on a créé 2 outils de finance solidaire, une foncière Terre de Liens et un fonds de dotation qui permettent ces effets de mutualisation. Et les gens se rendent compte très très vite que avec très peu de choses, l'idée des tontines comme en Afrique, on va le faire ici, on va mettre nos moyens en commun et on va aller dénicher l'hectare de terre. Alors je vais prendre un exemple sur ma commune, on a déniché 2 hectares 66, on a trouvé une trentaine de mille d'euros avec des gens du village, des gens réseau et des gens au niveau national pour permettre de sauver l'une des dernières prairies de ma commune et installer un maraîcher bio qui n'avait pas de bâtiment. Donc là, on est allé voir une entreprise, vous avez peut-être vu un reportage ce week-end là-dessus, une entreprise pour proposer à la richesse produite par l'entreprise d'être investie intelligemment dans le développement agricole et non pas dans la destruction permanente du milieu dans lequel on vit. Et donc on va bâtir ensemble un bâtiment, voilà, on va articuler nos ressources pour faire pousser une ferme dans la plaine de Caen. Il faut que j'aille un peu vers la conclusion. Peut-être, effectivement, donc on comprend bien cette idée de puissance d'agir des citoyens mis ensemble, qui représentent un véritable pouvoir. Alors, peut-être la question, effectivement, de la confrontation de ces pouvoirs, du pouvoir institutionnel. Justement, la manière de poser la question du débat de ce soir met en scène encore, j'ai envie de dire, l'opposition entre les élus et la société civile. La tentative méthodo qu'on a, nous, à Terre de Liens, et à l'Ardèche plus généralement, c'est plutôt d'essayer d'étudier les voies possibles d'une articulation de capacité d'agir, de pouvoir d'agir, que la confrontation permanente. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se confronter. En tous les cas, on réfléchit à l'amont avec les élus. Moi, quand je vais voir les élus pour développer Terre de Liens en Normandie, aussi parce que j'ai eu la chance justement de m'engager en tant qu'élu et de constater un certain nombre de choses qui se passent au sein des arènes municipales et communautaires et faire le constat rapide que il faut que la société civile ose proposer, je dis bien ose proposer, des politiques publiques aux élus. Je ne dis pas que les élus n'ont pas d'idées, ils en ont, mais pardonnez-moi, je vais faire un jugement un peu rapide parce que je suis certain qu'il y a une grande diversité dans les différents conseils municipaux et conseils communautaires, mais c'est quand même un peu des idées formatées. Et c'est des idées qui sont un peu formatées parce qu'il y a aussi des effets de champ, des effets institutionnels. C'est peut-être un peu ce qu'a voulu dire Xavier Lecoutour. Quand on se retrouve en position d'élu, on rentre dans une grande machine qui a son propre rythme, qui nous dépasse en tant qu'élu, et il y a un certain nombre de procédures et de processus qui s'imposent à nous. Il faut sacrément se battre en tant qu'élu pour essayer de changer les représentations à l'intérieur des instances, essayer de mettre en place d'autres règles et d'autres représentations du milieu associatif.
C'est vrai que la représentation dominante du milieu associatif, on va faire court, quand on est élu, les associations, c'est des emmerdements. C'est des emmerdements, c'est des bouffeurs de budget, et puis c'est des casseurs de pieds. Moi, j'ai une utopie, je vous la livre tout de suite, je l'avais dit il y a quelques années dans les Assises de la démocratie, et un certain Miguel Benassaya qui parlait des contre-pouvoirs, justement, et du devenir minoritaire avait repris la balle au bon. J'avais dit, je n'étais pas encore élu, moi je rêverais bien d'être élu, et puis de ne pas avoir à faire la politique publique pour tout le monde. Par contre, d'être assailli par des initiatives de la société civile qui sont proposées aux élus pour réfléchir avec les élus, ce qui n'empêchera pas aux élus, je suis d'accord avec Dominique et un certain nombre de mes collègues, à un moment donné de trancher et de choisir. Mais on pourrait trancher en tant qu'élu dans le sens de est-ce qu'on peut investir dans la société civile sur le territoire pour qu'elle mette en œuvre un certain nombre de choses que nous, on n'arrivera pas à mettre tout seul en œuvre en tant qu'élu, parce qu'on n'est pas forcément les mieux placés pour le faire. Autre problématique que je vous livre par rapport à celle de Terre de Liens, l'un des objets de Terre de Liens, c'est de parler de citoyenneté économique. J'ai essayé de vous le décrire peut-être mal tout à l'heure. Vous avez peut-être compris quand même comment on agissait. Un des enjeux importants, c'est de dire, est-ce que les élus sont les seuls porteurs légitimes du pouvoir de travailler la question du bien commun? Moi, je ne pense pas. Je pense, notamment en matière agricole, parce que l'agriculture, au moins en France, a été confiée, c'est quand même un cas quasiment unique, à la corporation, via les instances démocratiques, pour gérer le devenir alimentaire et agricole du pays. Et d'ailleurs, je pousse le trait jusqu'au loin, c'est quand même la seule corporation qui s'est suicidée par les choix politiques qu'elle a fait, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 2% de paysans en France. Est-ce que c'est normal que le devenir alimentaire de notre pays ne soit travaillé que par la corporation agricole? Non, c'est un enjeu de société locale, ça touche l'aménagement de l'espace. Quand on parle d'aménagement d'espace aux élus et d'aménagement d'espace agricole, Dominique peut en témoigner, les élus disent, ça n'est pas de mon domaine, je ne m'occupe pas de l'aménagement d'espace agricole. Donc nous, on propose en tant que Terre de Liens, je terminerai là-dessus, et on débattra avec tout le monde pour continuer l'échange, je pense. On propose aux citoyens de leur dire nous avons un pouvoir d'agir pour reprendre en main, nous réapproprier, après cette expropriation, nous réapproprier notre alimentation. Ça commence par la réappropriation de la richesse que l'on produit, parce que là aussi on a été exproprié, c'est les banques qui font ce qu'ils veulent avec notre argent aujourd'hui. Réappropriation de notre richesse pour se réapproprier ou s'ouvrir de l'espace commun, de l'espace mutualisé, puisqu'on porte de façon mutualisée la propriété de la terre, parce que ça commence par là, et s'ouvrir des espaces permettant des expérimentations sociales et économiques nouvelles autour de l'agriculture. Donc l'empowerment citoyen, en commençant par la terre et l'alimentation, c'est hautement symbolique, et c'est valable pour tous les autres domaines, je pense, de la vie en société. Merci Gaël. Ça pose une question assez générale. Ça me donne le sentiment quand même que les élus ont peut-être de plus en plus besoin aujourd'hui des associations. Mais ils ne savent pas forcément comment faire. Ça, c'est effectivement. Donc, je pense qu'on ne va pas avoir le temps, en fait, de discuter de laisser discuter peut-être là tous les 5 suites, parce que les interventions ont été assez longues. La salle n'est pas très nombreuse, donc je pense que ce débat-là peut se faire à la fin avec tout le monde. Et donc, je vais passer la parole à Anne-Marie et puis à Jean-Louis Laville, que je n'ai pas présenté d'ailleurs. Anne-Marie pourra peut-être le faire. Alors, Anne-Marie, tu témoignes sur le sujet ou tu fais autre chose? Non, moi je voulais juste vous annoncer 2 initiatives citoyennes. Près du micro. Je voulais juste vous annoncer 2 initiatives citoyennes qu'a pris l'association Démosthène et vous inviter à nous rejoindre. La première aura lieu samedi soir, le 26 novembre, et c'est une action qui se passe dans le cadre des 18e Journées nationales sur les prisons. Et donc, à cette occasion, on organise une soirée débat sur les conditions de vie dans les prisons aujourd'hui, qui pose un gros problème, la prison étant quelque peu le symptôme même des difficultés de notre société. Alors, cette soirée débat qui aura lieu donc le samedi prochain, le 26 novembre, de 18h à 22h30,
comportera deux événements. Le premier, le spectacle de Hélène Castel, qui s'appelle Femmes de Parloir, et Hélène Castel est psychothérapeute, et elle a écrit un ouvrage intitulé Retour d'exil d'une femme recherchée, faisant une comparaison entre les difficultés d'existence dans les prisons, en faisant une comparaison donc entre les prisons mexicaines et les prisons françaises. Dans un deuxième temps de cette soirée, il y aura le passage du film de Catherine Richard, film intitulé Le déménagement, qui montre combien les nouvelles prisons architectes. La parole à Jean-Louis Laville, que je n'ai pas présenté, qui est professeur du Conservatoire national des arts et métiers, chercheur au LISE, donc qui est un laboratoire du CNRS, et donc auteur de nombreux ouvrages sur l'économie solidaire, et donc récemment auteur de Politique de l'association et Agir à gauche, l'économie sociale et solidaire. Alors qui nous a paru être le bon invité pour réagir donc, au témoignage, peut-être en faisant ressortir certaines lignes de force, certaines choses, certains points saillants, et peut-être en réintroduisant cela dans une histoire plus longue des liens entre société civile et politique. Oui, je vais essayer de réagir un peu à toute vitesse parce qu'il ne va pas commencer, il ne va pas être loin de se faire tard, là, il ne faut pas que je vous assomme trop. Parce que ça serait bien que dans le cadre de Démosthène, on ait un temps de débat avant de se séparer. Je voudrais quand même dire quelque chose qui me semble émaner de notre candidat à la présidentielle préféré, Lambert, qui, je crois, a souligné avec force et avec la compétence qu'on lui reconnaît tous, le fait que les élus, dans les campagnes, rendent hommage au rôle des citoyens de manière rituelle, mais évidemment, ensuite, on repasse à l'expertise compétente et on repasse aux choses sérieuses. Donc je crois qu'on est quand même dans un contexte historique sur lequel on peut, me semble-t-il, plus traiter de la société civile comme des gens sympathiques, mais pas vraiment suffisamment compétents pour qu'ils soient pris en compte dans les véritables choix. Je voudrais rappeler en quelques secondes quand même qu'on est dans un moment. Ce moment, c'est celui où en fait les démocraties sont remplacées par les technocraties que souhaitent les marchés en Europe. On est en train de diffuser les programmes d'ajustement structurel que l'Amérique du Sud a connus avant nous en Europe. On sait que ça va générer des tensions qui ne peuvent être que des tensions qui s'accentuent dans les années qui viennent, et ces tensions, on sait sur quoi elles ont débouché dans les années 30, c'est-à-dire que le danger, il est quand même majeur pour nos démocraties aujourd'hui. C'est soit tomber dans un technocratisme qui nous raconte toujours la même chose, c'est-à-dire vous n'avez pas d'autre choix, de toute façon il y a une voie unique, celle des experts, vous devez la suivre, vous, citoyens honnêtes, vous n'avez qu'à finalement vous ranger au choix rationalisateur, ou alors, et c'est vraiment ce qui peut arriver, c'est que c'est la régression autoritaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des leaders qui vont nous dire « mais moi je vais vous protéger, moi je vais vous sécuriser. Oui, vous avez peur du lendemain. Oui, vous avez peur pour vos enfants. Mais nous, on s'occupe de tout. » Donc on va vous permettre d'être dans une nouvelle phase de régression autoritaire, et on voit bien comment ça peut résonner par rapport à ce que l'on a connu dans les sombres fins des années 30. Alors d'où peut venir la réaction? Puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui la démocratie elle est menacée, je pense que c'est de ça dont il faut parler aussi. D'où peut venir la réaction? En fait, ce que l'on voit depuis quelques années et qui nous a été rappelé dimanche dernier, c'est que la gauche qui s'était muée en une sorte de social-libéralisme s'était